Je suis entré dans le sous-sol de ma fille et ce que j'ai vu m'a fait appeler la police. Si cette histoire vous bouleverse et vous fait réfléchir sur l'importance de protéger nos proches, laissez un like et partagez dans les commentaires ce que vous ressentez. Votre soutien peut sauver des vies. Et si vous voulez entendre d'autres témoignages qui parlent de courage et d'espoir, abonnez-vous à la chaîne. Je m'appelle Henri Moreau, j'ai 62 ans et je suis retraité de la SNCF depuis 3 ans. Pendant 40 années, j'ai conduit des trains sur la ligne Paris-Marseille, me levant chaque matin avant l'aube pour transporter des milliers de voyageurs en sécurité à travers la France. C'était plus qu'un métier pour moi, c'était une vocation, celle de mener les gens à bon port, de leur garantir un voyage sans encombre. Jamais je n'aurais imaginé qu'un jour, ce serait ma propre fille que je devrais sauver d'un voyage vers l'enfer. Ma femme Colette et moi avons élevé 3 enfants dans notre petit pavillon de Villeurbanne, près de Lyon, une maison modeste mais remplie d'amour que nous avions achetée en 1985 avec un prêt sur 20 ans. Antoine, notre aîné, vit maintenant en Allemagne où il travaille comme ingénieur dans l'automobile. Paul, notre Benjamin, a choisi l'informatique et s'est installé à Toulouse avec sa femme et leurs 2 enfants. Et puis il y avait Amélie, notre fille unique, celle qui a toujours été mon rayon de soleil, ma fierté, celle qui transformait chaque journée difficile en moment de bonheur rien qu'en me souriant. Amélie était née un matin de printemps 1993, sous un soleil radieux qui avait semblé annoncer une vie heureuse. Dès ses premiers mois, elle avait ce sourire lumineux qui faisait fondre tous ceux qui la rencontraient. Petite fille, elle était curieuse de tout, toujours prête à poser 1000 questions sur le monde qui l'entourait. Papa, pourquoi le train roule sur des rails? Papa, comment ça marche un moteur? Papa, où vont tous ces voyageurs que tu transportes? Ces questions me touchaient au cœur, car elles témoignaient de cette soif d'apprendre qui ne la quitterait jamais. À l'école primaire, Amélie brillait déjà par son intelligence et sa gentillesse. Ses instituteurs nous convoquaient régulièrement, non pas pour nous faire des reproches, mais pour nous dire à quel point notre fille était exceptionnelle. Amélie a quelque chose de spécial, nous disait Madame Bertrand, sa maîtresse de CE2. Elle aide les autres enfants, elle est toujours souriante, et elle a cette capacité rare à faire régner la paix dans la classe. Ces mots nous remplissaient d'orgueil, Colette et moi. Amélie avait 29 ans quand cette histoire a commencé. Elle travaillait comme institutrice dans une école primaire de Lyon 7e, dans le quartier de la Guillotière, une école difficile où elle enseignait à des enfants de milieux défavorisés avec une passion qui illuminait tout son être. Depuis petite, elle rêvait d'enseigner, de transmettre sa passion pour la lecture et l'écriture à ceux qui en avaient le plus besoin. Papa, me disait-elle enfant en grimpant sur mes genoux avec un livre d'images, quand je serai grande, j'apprendrai aux enfants à aimer les livres comme toi tu m'as appris. Je veux leur donner les mêmes chances que j'ai eues. Je me souviens encore de ces soirées magiques où, après mes longues journées de conduite entre Paris et Marseille, je la trouvais assise par terre dans sa chambre, entourée de cahiers et de crayons de couleur, préparant des cours imaginaires pour ses poupées et ses peluches. À 10 ans, elle avait transformé sa chambre en classe miniature, avec un petit tableau noir que j'avais installé au mur et des rangées de peluches qui lui servaient d'élèves attentifs et silencieux. Elle leur expliquait patiemment les additions, leur lisait des histoires avec différentes voix pour chaque personnage, les grondait gentiment quand ils ne faisaient pas leur devoir. Tu vois, Monsieur Ours, disait-elle à son ours en peluche préféré, il faut bien écouter pour apprendre. L'école, c'est important pour grandir et devenir intelligent. Ces moments me faisaient sourire, mais ils révélaient déjà la femme qu'elle deviendrait, une éducatrice née, quelqu'un qui avait compris instinctivement que l'enseignement était bien plus qu'une transmission de connaissances, c'était un acte d'amour. Au lycée, Amélie s'était investie dans le tutorat des élèves en difficulté. Elle passait ses heures de permanence à aider ses camarades moins doués, sans jamais montrer d'impatience ou de condescendance. Tout le monde peut y arriver, disait-elle, il faut juste trouver la bonne méthode pour chacun. Cette philosophie, elle l'avait gardée toute sa vie. Elle avait toujours été une fille équilibrée, joyeuse, pleine de projets et de rêves colorés. Même adolescente, période difficile pour beaucoup, quand ses frères traversaient leur crise d'adolescence avec claquement de porte, révolte contre l'autorité parentale et humeur changeante, elle gardait cette sérénité naturelle, cette capacité remarquable à voir le positif dans chaque situation. Quand Antoine était en colère contre le monde entier,
c'était Amélie qui trouvait les mots pour l'apaiser. Quand Paul se disputait avec nous pour des broutilles, c'était elle qui servait de médiatrice avec sa sagesse précoce. Colette disait souvent qu'Amélie était notre cadeau du ciel, celle qui apportait la paix et l'harmonie dans notre foyer quand les tensions familiales s'accumulaient. Cette petite a le don de réconcilier les gens, disait ma femme en la regardant avec fierté. Elle sera peut-être enseignante, mais elle a une âme de diplomate. Amélie avait étudié à l'École normale de Lyon, où elle s'était spécialisée dans l'enseignement primaire avec une mention en pédagogie adaptée aux enfants en difficulté. Ses professeurs la décrivaient comme une étudiante brillante, empathique, destinée à marquer positivement la vie de nombreux enfants. Son mémoire de fin d'études portait sur l'importance du lien affectif dans l'apprentissage des enfants issus de milieux défavorisés, un sujet qui lui tenait à cœur et qu'elle avait traité avec une sensibilité remarquable. À 26 ans, Amélie avait rencontré David Laurent dans un café du 2e arrondissement de Lyon, le « Café des Lettres », près de la place Bellecour. Elle corrigeait ses copies de CE1, des exercices de lecture que ses petits élèves avaient fait sur « Le Petit Prince », quand il s'était approché d'elle avec un sourire charmeur. Il avait engagé la conversation sur les livres qu'elle lisait, montrant une érudition qui l'avait impressionnée. « Vous enseignez » avait-il demandé en voyant les cahiers d'enfants étalés devant elle. « Oui, en primaire. J'adore mon travail, même si ce n'est pas toujours facile. » Quel courage! Moi, je n'aurais jamais la patience. Je suis kinésithérapeute, c'est déjà assez compliqué de faire obéir mes patients adultes à leurs exercices. Cette première conversation avait duré 3 heures. David semblait fasciné par sa passion pour l'enseignement, posait des questions intelligentes sur ses méthodes pédagogiques, paraissait sincèrement intéressé par son travail avec les enfants en difficulté. Il avait une façon de l'écouter qui la faisait se sentir importante, valorisée. Enfin quelqu'un qui comprend que l'enseignement est un métier noble, avait-elle dit à Colette en rentrant ce soir-là, les yeux brillants. David était kinésithérapeute libéral, il possédait son propre cabinet près de la Part-Dieu, dans un quartier d'affaires de Lyon. Il recevait une clientèle variée, des sportifs professionnels, des cadres stressés, des personnes âgées avec des problèmes articulaires. Il semblait avoir une situation stable et des projets d'avenir solides. Quand il parlait de son travail, c'était avec la même passion qu'Amélie mettait à décrire ses élèves. Au début, tout semblait parfait entre eux. David était charmant, prévenant, attentionné d'une manière qui nous avait tous séduits. Il l'emmenait dans de bons restaurants, lui offrait des fleurs sans raison particulière, se souvenait de tous les petits détails qu'elle lui confiait sur sa journée ou ses élèves. Quand l'un de ses étudiants avait des difficultés, David l'écoutait patiemment lui en parler et proposait même parfois des solutions créatives. « Il comprend vraiment ce qui m'anime », nous disait Amélie avec des étoiles dans les yeux. « Il s'intéresse à mes élèves, il me demande de leurs nouvelles, il me soutient quand j'ai des journées difficiles. Je n'ai jamais rencontré quelqu'un d'aussi attentif. » Quand ils nous l'ont présenté officiellement, 6 mois après leur rencontre, Colette et moi avons été immédiatement séduits par sa politesse raffinée et son intelligence apparente. Il arrivait toujours avec un bouquet pour Colette et une bonne bouteille pour moi, connaissait nos prénoms dès la première rencontre, s'intéressait à mon travail à la SNCF avec des questions pertinentes sur les nouveaux trains, la sécurité ferroviaire, l'évolution du métier. « Monsieur Moreau, me disait-il, j'ai toujours admiré les conducteurs de train. Quelle responsabilité de transporter tous ces gens! Et quelle précision il faut avoir dans ce métier! » Ces mots me touchaient, car peu de gens comprenaient vraiment les exigences et la noblesse de mon métier. Avec Colette, il était tout aussi charmant. Il l'aidait à débarrasser la table, complimentait sa cuisine, s'intéressait à son travail de secrétaire médical. « Madame Moreau, vous avez élevé une fille exceptionnelle. Amélie a hérité de votre générosité et de votre intelligence. » Ces compliments, formulés avec une sincérité apparente, nous faisaient fondre. « Il prend vraiment soin de moi », nous répétait Amélie. « Il dit qu'il veut construire quelque chose de solide avec moi, fonder une famille, vieillir ensemble. » Ces mots nous rassuraient complètement. Nous pensions qu'elle avait enfin trouvé l'homme de sa vie, celui qui saurait la rendre heureuse et la protéger comme elle le méritait. Ils se sont fiancés au bout d'1 an de relation, lors d'un week-end romantique à Annecy qu'il avait organisé. David avait tout planifié dans les moindres détails, dîner au bord du lac, promenade au clair de lune,
demande en mariage sur un petit pont face aux montagnes. Amélie était rentrée de ce week-end radieuse, avec une bague de fiançailles simple mais élégante, un solitaire en or blanc qu'elle trouvait parfait. « Papa, je n'ai jamais été aussi heureuse », m'avait-elle dit en me montrant la bague. David a dit qu'il voulait m'épouser parce que je rendais sa vie plus belle, plus meaningful. Il a dit qu'avec moi, il se sentait devenir un homme meilleur. Ils se sont mariés en juin 2021, après un an de fiançailles pendant lequel David s'était montré le gendre idéal. C'était une petite cérémonie dans notre jardin avec la famille et quelques amis proches, exactement comme Amélie l'avait rêvé. Nous avions décoré le jardin avec des guirlandes de fleurs blanches et roses, installé une tente au cas où il pleuvrait, préparé un buffet fait maison avec les plats préférés d'Amélie. Ce jour-là, Amélie rayonnait dans sa robe simple mais élégante qu'elle avait choisie chez une petite couturière de Lyon. La robe mettait en valeur sa silhouette fine, et le voile en dentelle que ma mère lui avait offert lui donnait un air de princesse de conte de fées. David, en costume sombre parfaitement ajusté, semblait fou amoureux. Quand il a regardé Amélie s'avancer vers lui à mon bras, j'ai vu des larmes d'émotion dans ses yeux. J'ai eu les larmes aux yeux en la conduisant vers lui, pensant que je confiais ma petite fille à quelqu'un qui saurait la rendre heureuse pour le reste de sa vie. « Prends soin d'elle », lui ai-je murmuré en lui serrant la main. « C'est ce que j'ai de plus précieux au monde. Je vous le promets, Monsieur Moreau. Je l'aimerai et la protégerai toute ma vie, avait-il répondu avec ce qui semblait être une sincérité absolue. La cérémonie avait été parfaite. Amélie et David avaient échangé des vœux qu'ils avaient écrits eux-mêmes, des promesses d'amour et de fidélité qui avaient ému toute l'assistance. « Je promets de t'aimer dans la joie comme dans la peine, » avait dit David, « de te respecter et de te soutenir dans tous tes projets. Tu es la lumière de ma vie, et je ferai tout pour que cette lumière ne s'éteigne jamais. » Rapidement après le mariage, ils ont acheté une maison à Caluire-et-Cuire, une commune chic de la banlieue lyonnaise. C'était une jolie propriété des années 1970 avec un jardin arboré et un sous-sol que David voulait aménager en salle de sport personnelle. « J'ai besoin de me défouler après mes journées de travail », nous expliquait-il. « Le sport, c'est ma thérapie. » La maison était plus grande et plus chère que ce qu'Amélie aurait choisi, mais David avait insisté, « Ma femme mérite ce qu'il y a de mieux. » Amélie était enceinte 3 mois après le mariage, une grossesse qu'ils avaient planifiée et désirée. David semblait aux anges à l'idée de devenir père. Il accompagnait Amélie à tous ses rendez-vous médicaux, avait aménagé une chambre de bébé digne d'un magazine de décoration, achetait déjà des vêtements et des jouets. « Je veux que notre enfant ait tout ce dont il aura besoin, » disait-il. Quand ma petite fille Emma est née en avril 2022, notre bonheur familial semblait complet et parfait. Emma était un bébé magnifique, avec les yeux verts d'Amélie et les cheveux bruns de David. À la maternité, David était un papa modèle, il changuait les couches, donnait les biberons, berçait sa fille avec une tendresse qui nous touchait. « Je n'aurais jamais imaginé qu'on puisse aimer autant un petit être, » nous disait-il en contemplant Emma dans son berceau. Mais c'est vers les 6 mois d'Emma que j'ai commencé à remarquer les premiers changements inquiétants chez Amélie, des transformations si subtiles au début que j'ai d'abord refusé de les voir, préférant croire que tout allait bien dans le petit monde parfait de ma fille. Au début, c'étaient des détails presque imperceptibles, des signaux faibles que mon instinct paternel captait sans que ma raison veuille les analyser. Amélie semblait plus fatiguée, mais pas de cette fatigue normale des jeunes mamans qui jonglent entre travail et bébé. C'était une fatigue plus profonde, plus sombre, qui se lisait dans ses gestes devenus lents et mécaniques, dans sa façon de baisser les épaules comme si elle portait un poids invisible sur ses épaules frêles. Quand nous l'appelions, ses conversations étaient brèves, hachées, vidées de cette spontanéité joyeuse qui la caractérisait depuis l'enfance. « Tout va bien, papa. David travaille beaucoup. Emma grandit bien. » Toujours les mêmes réponses stéréotypées, dites d'une voix de plus en plus terne et monocorde, comme si elle récitait un script appris par cœur, répété 1000 fois pour rassurer ceux qui l'aimaient. Sa façon de rire avait changé aussi, et c'est peut-être cela qui m'a le plus alerté. Avant, le rire d'Amélie était cristallin, contagieux, spontané, il remplissait toute la pièce de joie et nous faisait tous sourire automatiquement. Maintenant, quand elle riait, ce qui arrivait de moins en moins souvent, c'était un son forcé, mécanique, artificiel,
qui ne montait jamais jusqu'à ses yeux et s'éteignait presque aussitôt qu'il avait commencé. Ses beaux yeux verts hérités de sa mère, ses yeux qui avaient toujours pétillé de malice et de bonheur, avaient perdu cette étincelle de vie qui les animait depuis l'enfance. Quand je la regardais maintenant, je voyais dans son regard une sorte de voile, une tristesse profonde qu'elle essayait de masquer derrière des sourires de commande. Colette avait été la première à vraiment s'inquiéter, avec cette intuition maternelle qui ne trompe jamais et qui perçoit les changements avant même qu'ils deviennent visibles. « Henri, tu ne trouves pas qu'Amélie a changé? Elle qui était si pétillante, si bavarde, toujours prête à nous raconter ses journées en détail, maintenant elle semble éteinte, distante. Et tu as vu comme elle tressaille maintenant quand son téléphone sonne? Comme si elle avait peur de décrocher ou de voir qui l'appelle. Nous avions d'abord pensé que c'était normal, presque inévitable. Les premiers mois avec un bébé sont épuisants, nous nous souvenions parfaitement de nos propres difficultés quand Antoine et Paul étaient petits. Les nuits hachées, les pleurs, les inquiétudes constantes, l'adaptation à ce nouveau rythme de vie. Tout cela peut transformer temporairement la personnalité de n'importe qui. C'est normal, nous disions-nous pour nous rassurer. Ça va passer quand Emma fera ses nuits et qu'Amélie aura trouvé son rythme. Mais les semaines passaient et l'état d'Amélie ne s'améliorait pas, au contraire. Chaque visite nous révélait une dégradation supplémentaire, un signe de plus que quelque chose n'allait pas dans la vie de notre fille. Lors de nos visites chez eux, Amélie était devenue silencieuse, réservée, presque effacée. Elle qui avait toujours été la première à nous accueillir avec des embrassades chaleureuses et 1000 questions sur notre santé, nos projets, nos nouvelles, restait maintenant en retrait, nous saluant poliment mais sans cette effusion de tendresse qui nous manquait cruellement. Elle ne nous regardait plus dans les yeux comme avant, gardait toujours la tête baissée ou le regard fuyant, comme si elle avait honte de quelque chose ou craignait que nous lisions dans ses pensées. Quand Emma pleurait, ce qui était normal pour un bébé, elle se précipitait pour la calmer avec une urgence qui me semblait excessive, comme si elle avait une peur panique que les pleurs dérangent quelqu'un ou déclenchent une réaction violente. David, lui, était devenu omniprésent dans nos conversations et nos interactions familiales. Il répondait souvent à la place d'Amélie quand nous lui posions des questions directes, expliquait pourquoi elle était fatiguée, pourquoi elle ne pouvait pas venir dîner chez nous le dimanche comme elle l'avait toujours fait, pourquoi elle ne nous appelait plus aussi souvent qu'avant. Amélie a besoin de repos, disait-il avec ce sourire paternaliste que je commençais à trouver déplaisant. Elle est encore fragile après l'accouchement. Les docteurs disent que certaines femmes ont besoin de plus de temps pour récupérer. Je préfère qu'elle reste à la maison, au calme, plutôt que de se fatiguer avec les déplacements et les visites. Cette explication paraissait raisonnable en surface, mais quelque chose dans sa façon de la formuler me dérangeait. Il parlait d'Amélie comme d'une invalide, d'une personne fragile qui avait besoin d'être protégée du monde extérieur. Mais ma fille avait toujours été forte, résistante, pleine d'énergie. Cette fragilité soudaine ne lui ressemblait pas. Progressivement, nos visites se sont espacées de façon inquiétante. David trouvait toujours une excuse valable pour reporter ou écourter nos rencontres. Amélie avait mal à la tête, Emma faisait ses dents et était irritable, il avait des patients à voir en urgence, la maison était en désordre. Quand nous insistions pour venir malgré tout, il nous recevait poliment mais nous sentions qu'il comptait les minutes jusqu'à notre départ, qu'il avait hâte de nous voir partir. « Je ne veux pas fatiguer Amélie, disait-il quand nous proposions de rester pour le dîner comme nous le faisions avant. Vous comprenez, avec le bébé et son travail, elle a besoin de se coucher tôt. Peut-être une autre fois, quand elle ira mieux. » C'est vers les 8 mois d'Emma que mes inquiétudes se sont transformées en véritables alarmes, quand les signes sont devenus trop évidents pour être ignorés ou rationalisés. Amélie avait perdu beaucoup de poids de façon visible et inquiétante. Sa silhouette, déjà fine naturellement, était devenue squelettique. Ses vêtements flottaient sur elle, ses joues s'étaient creusées, et elle avait développé des cernes violets sous les yeux qui lui donnaient un air maladif. Ses cheveux, autrefois brillants et pleins de vie, étaient devenus ternes, cassants, sans éclat. Elle les portait maintenant toujours attachés en queue de cheval serrée, comme pour les cacher ou par manque d'énergie pour les coiffer. Mais surtout, son comportement avait radicalement changé d'une manière qui me glaçait le sang. Un dimanche de décembre 2022, nous étions allés les voir pour fêter les 8 mois d'Emma et apporter les cadeaux de Noël en avance. Amélie portait un pull à col roulé épais malgré le chauffage élevé de la maison,
ce qui m'avait paru étrange par cette journée déjà douce. Quand je lui ai fait la bise en arrivant, j'ai remarqué qu'elle grimaçait légèrement, imperceptiblement, comme si elle avait mal quelque part et que mon contact lui causait une douleur. Pendant le repas, l'atmosphère était endue à couper au couteau. David monopolisait la conversation, parlant de son travail, de ses nouveaux équipements de kinésithérapie, de ses projets d'agrandissement du cabinet, sans jamais laisser Amélie placer un mot ou exprimer une opinion. Quand elle commençait timidement à dire quelque chose, il l'interrompait poliment mais fermement pour corriger ou compléter ses propos. Amélie exagère toujours, disait-il avec un petit rire condescendant. Elle voit tout en noir en ce moment. C'est normal après un accouchement, les hormones. Vous savez ce que c'est. Ces remarques, apparemment anodines, rabaissaient systématiquement ma fille et invalidaient ses sentiments. À un moment donné, Emma, assise dans sa chaise haute, a fait tomber son biberon rempli de lait qui s'est renversé sur la table en bois ciré. L'incident était mineur, le genre d'accident qui arrive 100 fois par jour avec un bébé, mais la réaction d'Amélie m'a glacé le sang et m'a ouvert les yeux sur la réalité de sa situation. Elle est devenue livide instantanément, s'est jetée sur le biberon renversé avec des gestes paniqués et désordonnés, en murmurant « Pardon, pardon, je suis désolé, je suis vraiment désolé » d'une voix tremblante et suppliante. Ses mains tremblaient violemment pendant qu'elle essuyait frénétiquement le lait, comme si elle essayait d'effacer les preuves d'un crime horrible. David n'avait rien dit verbalement, il n'avait pas crié ni fait de reproches apparents, mais son regard était froid, dur, menaçant. Un regard qui en disait long sur ce qui se passait quand nous n'étions pas là. J'ai vu ma fille regarder ce regard avec une terreur pure dans les yeux, une peur animale qui m'a retourné l'estomac. « Ce n'est rien, ma chérie, avais-je dit à Amélie en posant ma main sur la sienne pour l'apaiser. C'est juste du lait renversé, ça arrive tout le temps avec les bébés. » Mais elle continuait à nettoyer de manière compulsive, incapable de s'arrêter, comme si sa vie en dépendait. « Il faut que ce soit propre, murmurait-elle. Il faut que tout soit parfait. » Ce soir-là, en rentrant à la maison, j'ai dit à Colette, notre fille est en danger. Je ne sais pas exactement ce qui se passe dans cette maison, mais elle a peur de cet homme. J'en suis maintenant certain. Tu crois qu'il la maltraite, m'avait demandé ma femme, verbalisant enfin nos craintes communes que nous n'osions pas exprimer clairement depuis des semaines. Je commence à le penser sérieusement. As-tu remarqué qu'elle ne porte plus que des vêtements à manches longues et des cols roulés, même en été? Et cette façon qu'elle a maintenant de sursauter au moindre bruit, de regarder David avant de répondre à nos questions comme si elle cherchait son autorisation? Nous avons essayé de parler à Amélie lors des rares occasions où nous arrivions à la voir seule, de lui dire qu'elle pouvait tout nous confier, que nous étions là pour l'aider quoi qu'il arrive, que notre amour pour elle était inconditionnel. Mais chaque fois qu'on abordait le sujet de sa relation avec David ou de son bien-être général, elle niait tout problème avec une véhémence qui sonnait faux. David est un bon mari, papa. Il prend soin de nous, il travaille dur pour nous offrir une belle vie. Je suis juste fatigué, c'est normal avec un bébé et la reprise du travail. Vous vous inquiétez pour rien. Ces phrases, elle les récitait comme une leçon apprise, sans conviction, en évitant notre regard. Sauf que rien n'était normal dans ce que nous observions. Ces appels se faisaient de plus en plus rares et de plus en plus courts. Quand elle nous téléphonait, c'était toujours en milieu de matinée, quand David était parti au travail, et elle parlait vite, nerveusement, en chuchotant presque, comme si elle avait peur qu'il rentre à l'improviste et la surprenne au téléphone avec nous. « Je ne peux pas parler longtemps, disait-elle souvent. David va bientôt rentrer déjeuner et il n'aime pas que je sois au téléphone quand il arrive. Il dit que ça le dérange pour sa pause. » En janvier 2023, Amélie a eu ce qu'elle a appelé un « accident ». David nous a appelé un matin pour nous dire qu'elle était tombée dans l'escalier en portant Emma et s'était foulé le poignet, ainsi que fait quelques contusions. Nous nous sommes précipités chez eux, le cœur battant d'inquiétude. Amélie était assise sur le canapé du salon, le poignet bandé dans une attelle blanche, mais ce qui m'a le plus frappé, c'est qu'elle avait aussi une ecchymose violacée sur la joue gauche qu'elle essayait maladroitement de cacher avec ses cheveux lâchés. Quand elle a vu que je fixais sa joue, elle a instinctivement porté sa main libre à son visage. « Comment c'est arrivé exactement ?» ai-je demandé en m'asseyant près d'elle.
J'ai glissé sur un jouet d'Emma dans l'escalier, a-t-elle répondu sans me regarder dans les yeux, fixant obsessionnellement ses mains. C'est ma faute, j'aurais dû faire attention. J'étais distraite, je pensais à mes cours pour lundi. Et tu es tombé sur le côté droit pour te faire mal au poignet droit, mais aussi à la joue gauche, ai-je insisté, car son explication ne tenait pas debout médicalement. J'ai dû rebondir contre la rampe, a-t-elle bafouillé. C'est arrivé très vite, je ne me souviens pas de tous les détails. Mais son explication ne me convainquait pas du tout. L'ecchymose sur sa joue ne correspondait pas à une chute dans l'escalier, elle était trop localisée, trop nette, comme si elle avait reçu un coup direct. Et pourquoi répétait-elle obsessionnellement que c'était sa faute avec cette insistance maladive? David était resté près d'elle pendant toute notre visite, ne la quittant pas des yeux une seule seconde, comme un garde-chiourme surveillant un prisonnier. Chaque fois qu'elle commençait à nous parler, il intervenait pour compléter, corriger ou recontextualiser ses propos. C'était comme s'il contrôlait chacun de ses mots, chacune de ses expressions. Amélie est très maladroite en ce moment, disait-il avec un sourire qui n'atteignait pas ses yeux. Elle ne fait pas attention, elle a la tête ailleurs. Je lui répète toujours de faire plus attention, surtout quand elle porte Emma, mais vous connaissez votre fille. Elle est têtue. Cette remarque, apparemment bienveillante, contenait en réalité un reproche déguisé et une forme de culpabilisation. Il la présentait comme responsable de son propre accident, comme une femme négligente qui mettait sa fille en danger par son insouciance. Les semaines suivantes ont été un véritable calvaire pour nous, parents impuissants qui voyons notre fille dépérir sans pouvoir l'aider. Nous essayions de la voir plus souvent, mais David trouvait toujours de nouvelles excuses, de nouvelles raisons pour espacer nos visites. Quand nous y arrivions malgré tout, notre fille semblait de plus en plus éteinte, de plus en plus maigre, de plus en plus effrayée. Emma, maintenant âgée de 10 mois, était devenue une enfant anormalement silencieuse pour son âge. Les bébés de cet âge sont généralement babillards, curieux, pleins d'énergie. Emma, elle, restait sage comme une image, ne pleurait presque jamais, semblait avoir appris très tôt qu'il valait mieux ne pas faire de bruit pour ne pas déranger les adultes. En mars 2023, j'ai pris une décision qui allait changer nos vies à tous. J'allais surveiller discrètement leur maison, essayer de comprendre ce qui se passait vraiment dans leur foyer quand nous n'étions pas là pour témoigner. Je ne supportais plus cette impuissance, cette ignorance forcée de ce que vivait ma fille. Je me suis mis à passer régulièrement dans leur rue, sous prétexte de me promener dans le quartier ou d'aller faire des courses dans le secteur. Caluire-et-Cuire était à 20 minutes en voiture de chez nous, assez près pour justifier mes passages répétés, assez loin pour que mes présences ne soient pas suspectes. Ce que j'ai découvert pendant ces semaines de surveillance a confirmé tous mes pires soupçons et m'a fait comprendre l'ampleur de l'enfer que vivait ma fille au quotidien. Plusieurs fois, en passant dans leur rue calme et résidentielle, j'ai entendu David crier depuis l'intérieur de la maison. Pas des éclats de voix normaux, des disputes de couple ordinaires, mais des cris de colère pure, des reproches violents, des menaces à peine voilées. Sa voix portait jusqu'à la rue malgré les fenêtres fermées, ce qui laissait imaginer l'intensité de sa fureur à l'intérieur. « Tu es vraiment trop nul », l'ai-je entendu hurler un matin. « Comment on peut être aussi stupide? Tu fais tout de travers. » Et parfois, très faiblement, porté par le vent, j'entendais les pleurs d'Amélie, des pleurs étouffés, désespérés, qui me brisaient le cœur. Une fois, j'ai même entendu un bruit sourd, comme si quelque chose de lourd était tombé ou avait été jeté violemment contre un mur ou une porte. Un jour de mars, j'ai vu Amélie sortir pour aller faire des courses avec Emma dans sa poussette. Elle portait des lunettes de soleil alors que le temps était couvert et pluvieux, ce qui m'a immédiatement alerté. J'ai aussi remarqué qu'elle boitait légèrement, favorisant sa jambe droite comme si elle avait mal à la gauche. Quand je l'ai interpellée discrètement, « Amélie, ma chérie. » Depuis ma voiture garée un peu plus loin, elle a sursauté violemment, comme si elle s'attendait à recevoir un coup ou à se faire gronder. Son réflexe de peur m'a serré le cœur. « Papa! Qu'est-ce que tu fais là? » Sa voix était paniquée, elle regardait nerveusement vers sa maison comme si elle craignait que David la voie en train de me parler. Je passais dans le coin. « Ça va? Tu as mal à la jambe? »« Ce n'est rien, papa. J'ai mal au dos depuis quelques jours, c'est tout. Porteur Emma, ça fatigue le dos, tu sais. »
Mais ses mains tremblaient visiblement en poussant la poussette, et sa voix manquait de conviction. Quand une bourrasque de vent printanier a soulevé ses cheveux détachés, j'ai aperçu une marque violacée et jaunâtre sur son cou, comme une trace de strangulation partiellement guérie. « Amélie, qu'est-ce que c'est que cette marque sur ton cou? »« Quelle marque? » ?»« Je ne vois pas de quoi tu parles. » Elle a rapidement remonté le col de son manteau et resserré son écharpe autour de son cou. « Papa, il faut vraiment que j'y aille. David m'attend pour le déjeuner et il n'aime pas que je sois en retard. »« Ma chérie, si quelque chose ne va pas, tu peux me le dire. Tu sais que tu peux tout me confier, qu'on t'aimera toujours quoi qu'il arrive. »« Tout va bien, papa. » »« Arrête de t'inquiéter pour rien. Tu dramatises comme toujours. » Mais sa voix tremblait, et elle n'arrêtait pas de regarder autour d'elle, comme si elle avait peur d'être vue en train de me parler ou que David apparaisse soudainement. Ce soir-là, j'ai pris ma décision finale. J'allais découvrir la vérité, même si cela devait briser notre famille ou compromettre définitivement ma relation avec ma fille. Je ne pouvais plus rester dans l'ignorance, je ne pouvais plus faire semblant de croire que tout allait bien. Le lendemain était un jeudi. Grâce à mes observations répétées, je savais que David avait sa matinée chargée au cabinet, il recevait ses patients de 8h à 12h sans interruption, et qu'il ne rentrait généralement pas chez lui avant 14h pour sa pause déjeuner. J'ai attendu qu'il parte dans sa voiture, puis j'ai laissé passer 1 heure entière avant de me rendre chez eux, pour être certain qu'ils ne reviendraient pas chercher quelque chose d'oublié. En arrivant devant leur maison, j'ai immédiatement remarqué que tous les volets du rez-de-chaussée étaient fermés, ce qui était très inhabituel pour une matinée ensoleillée de printemps. D'habitude, Amélie aimait la lumière naturelle et ouvrait toujours les volets dès le matin. Cette anomalie a renforcé mon inquiétude. J'ai sonné plusieurs fois, longuement, avant qu'Amélie vienne enfin ouvrir. Quand elle a ouvert la porte d'entrée, j'ai eu un choc tellement violent que j'ai d'abord cru que je me trompais de personne. Elle était en peignoir élimé à 11h du matin, les cheveux en désordre complet, emmêlés comme si elle ne les avait pas coiffés depuis plusieurs jours. Son visage était bouffi, gonflé, comme si elle avait pleuré pendant des heures, et elle avait des cernes si profonds qu'ils ressemblaient à des ecchymoses. Mais ce qui m'a le plus horrifié, c'est qu'elle avait une coupure encore fraîche sur la lèvre inférieure, une entaille nette qui avait manifestement saigné, et ce qui ressemblait indéniablement à des marques de doigts violacés sur l'avant-bras, comme si quelqu'un l'avait agrippée brutalement. « Papa! Qu'est-ce que tu fais là? » Sa voix était paniquée, presque hystérique. « Amélie, bon sang, qu'est-ce qui t'est arrivé? Qui t'a fait ça? » « Rien, rien du tout. J'ai mal dormi, c'est tout. Emma a été agitée cette nuit, elle fait ses dents. » Elle essayait de refermer la porte, mais j'ai posé fermement ma main dessus. « Amélie, ces marques sur ton bras. Et ta lèvre? Qui t'a frappé? » « Personne ne m'a frappé. Je suis maladroite, c'est tout. J'ai cogné dans la porte de l'armoire hier soir en me levant pour Emma. » Son explication était pathétique, invraisemblable. On ne se fait pas des marques de doigts en cognant dans une porte d'armoire, et une coupure à la lèvre de cette forme ne peut résulter que d'un coup direct. Et Emma, où est-elle? Elle dort, en bas. En bas? Dans le sous-sol? Elle a hoché la tête misérablement, évitant toujours mon regard comme une enfant prise en faute. David a installé un petit coin pour elle là-bas. Il dit que c'est plus calme pour ses siestes, qu'elle dort mieux dans l'obscurité et le silence. Quelque chose dans sa voix, dans cette explication bancale, m'a profondément alarmé. Pourquoi faire dormir un bébé de presque 1 an dans un sous-sol humide et sombre au lieu de la chambre lumineuse et chauffée qu'ils avaient aménagée spécialement pour elle? Quel parent normal ferait un choix pareil? Je veux voir Emma. Maintenant. Non, papa. Tu vas la réveiller et David n'aime pas quand elle est fatiguée. Il dit que ça la rend grognon et que... David n'aime pas quoi, Amélie? Que ta fille pleure comme tous les bébés normaux? Rien. Laisse tomber, s'il te plaît. Rentre chez toi, papa. Si David te trouve ici, il va. Il va quoi? Te frapper encore plus fort. Il ne me frappe pas, a-t-elle crié, mais ses larmes la trahissaient. Tu ne comprends rien. Va-t'en.
Mais j'étais déterminé à aller au bout de ma démarche, quelles qu'en soient les conséquences. Amélie, je veux voir ma petite fille. Maintenant. Et je veux comprendre ce qui se passe dans cette maison. Malgré ces protestations désespérées, j'ai insisté avec toute l'autorité paternelle qu'il me restait. Amélie m'a finalement conduit vers la porte du sous-sol avec une réticence évidente, jetant sans cesse des regards inquiets vers la fenêtre du salon, comme si elle surveillait l'éventuel retour prématuré de David. « S'il te plaît, papa, murmurait-elle en descendant les premières marches, ne fais pas de bruit. Et promets-moi que tu ne diras rien à David. Promets-moi que tu feras comme si tu n'avais rien vu. » En descendant les marches de bois qui craquaient sous nos pas, j'ai été immédiatement frappé par l'odeur nauséabonde qui régnait dans cet espace confiné, une odeur de renfermé et d'humidité persistante, mélangée à quelque chose de plus dérangeant et inquiétant, une odeur aigre de peur et de détresse humaine, et quelque chose de métallique que j'ai immédiatement reconnu comme l'odeur caractéristique du sang séché. L'air était épais, lourd, irrespirable, comme chargé de toute la souffrance et la terreur qui s'étaient accumulées dans cet espace clos. Le sous-sol était plongé dans une semi-obscurité oppressante qui m'a immédiatement mis mal à l'aise. Amélie a allumé une vieille lampe sur pied qui diffusait une lumière faible, jaunâtre et maladive, créant des ombres menaçantes et mouvantes dans tous les coins de la pièce. La première chose que j'ai remarquée, c'est le froid glacial qui régnait là-dessous. Malgré ce printemps déjà doux, il faisait un froid de cave, humide et pénétrant, comme si aucun système de chauffage n'avait jamais réchauffé cet endroit maudit. Ce que j'ai découvert alors dans cette lumière blafarde restera gravé dans ma mémoire jusqu'à mon dernier souffle, une image si choquante et révoltante que mon cerveau a d'abord refusé de la traiter, comme pour se protéger de cette horreur domestique. Le sous-sol que je connaissais, celui que David nous avait fait visiter fièrement après leur installation, celui qu'il avait prévu d'aménager en salle de sport personnelle avec ses appareils de musculation dernier cri et ses miroirs muraux, était devenu un véritable cauchemar, un tableau d'horreur qui dépassait tout ce que j'aurais pu imaginer dans mes pires scénarios. Il y avait bien encore quelques haltères rouillés et un tapis de course poussiéreux dans un coin obscur, recouvert de toiles d'araignée et de poussière comme s'il n'avait pas servi depuis des mois, témoin silencieux de la façade que David maintenait pour l'extérieur. Mais le reste de l'espace avait été transformé en quelque chose d'innommable. Des casseroles étaient éparpillées sur le sol en béton froid et humide, certaines complètement noircies et déformées comme si elles avaient brûlé et avaient été jetées là dans un accès de rage incontrôlable. De la vaisselle cassée jonchait le carrelage humide et glissant, des assiettes en morceaux dont certains éclats étaient encore tachés de restes de nourriture séchée, des verres brisés dont les fragments scintillaient faiblement dans la lumière maladive, des bols fendus et des couverts tordus qui témoignaient de violences répétées et systématiques. Chaque débris, chaque morceau de vaisselle fracassé racontait une histoire de colère explosive, de violence domestique, de terreur quotidienne. Je pouvais presque voir les scènes qui s'étaient déroulées ici, David jetant sa nourriture à la figure d'Amélie parce qu'elle était trop salée ou pas assez chaude, fracassant la vaisselle contre les murs en hurlant des insultes, utilisant chaque prétexte pour exprimer sa violence. Sur le mur en béton brut et suintant d'humidité, je pouvais voir de multiples impacts, des traces d'objets lancés avec une violence inouïe, ici un trou béant dans le placo où quelque chose de dur et pointu avait percuté avec force, là des éclaboussures sombres et brunâtres qui ressemblaient à des projections de sauce, de sang ou d'autres liquides. Le mur portait les stigmates visibles de mois de violences domestiques répétées, comme un témoignage muet et accusateur de l'enfer vécu quotidiennement par ma fille dans ce lieu maudit. Et au sol, il y avait des taches sombres et brunâtres de différentes tailles que j'ai immédiatement identifiées comme du sang séché depuis longtemps. Certaines taches étaient anciennes, d'un brun terne qui témoignait de violences passées, d'autres plus récentes et encore rougeâtres, formant une carte macabre et détaillée de la violence quotidienne subie par ma fille. Mon estomac s'est contracté violemment en réalisant que c'était le sang de ma petite Amélie, de cette enfant douce et joyeuse qui n'avait jamais fait de mal à une mouche et qui avait consacré sa vie à aider les autres. Dans un coin particulièrement sombre et humide, effectivement, il y avait un petit lit de bébé de fortune où Emma dormait, mais les conditions étaient absolument épouvantables et indignes d'un animal, encore moins d'un enfant. Le matelas semblait imbibé d'humidité, taché et nauséabond, la couverture était sale et déchirée par endroits, et l'air vicié était totalement irrespirable pour les poumons fragiles d'un bébé. Emma, ma petite fille adorée, dormait recroquevillée dans ce lit de misère, pâle et amaigrie,
ses petites joues creusées par la malnutrition et le stress. Même endormi, son visage portait une expression de tension qui n'était pas normale chez un enfant de cet âge. Elle avait appris, à moins d'1 an, qu'il valait mieux ne pas pleurer, ne pas faire de bruit, ne pas exister. Mais ce qui m'a le plus choqué et horrifié, c'est qu'il y avait aussi un matelas d'adulte posé directement sur le sol humide et froid, avec des draps froissés, tachés et visiblement sales depuis longtemps. À côté de ce matelas de fortune, quelques vêtements d'Amélie étaient entassés en vrac dans un coin, sales et chiffonnés comme des haillons. Amélie. Ma voix n'était plus qu'un murmure étranglé d'horreur et de compassion. Tu dors ici? Dans ces conditions? Ces larmes silencieuses, qui coulaient maintenant librement sur ses joues creusées, ont confirmé mes craintes les plus terribles. Depuis quand? Depuis quelques mois. David dit que je dérange son sommeil avec mes cauchemars, que je parle en dormant. Il dit que c'est mieux comme ça, que j'ai besoin d'être puni pour apprendre à bien me comporter. Sa voix était à peine audible, brisée par la honte et le désespoir. Et les casseroles? La vaisselle cassée? Tout se sent. C'est quand je rate quelque chose. Quand je fais brûler le dîner ou quand Emma pleure trop fort ou quand je ne fais pas exactement ce qu'il veut. David se met en colère et... Elle ne pouvait pas finir sa phrase, secouée par des sanglots silencieux. Il te frappe? Régulièrement? Ce n'est pas vraiment de la violence, disait-elle avec cette logique tordue des victimes qui finissent par croire les mensonges de leur bourreau. Il dit que c'est pour m'éduquer, pour me faire comprendre mes erreurs. Il dit que si j'étais moins stupide, moins maladroite, il n'aurait pas besoin de me corriger. L'évidence m'a frappé comme un coup de massue en plein visage. Ce sous-sol humide et glacial n'était pas un lieu de vie, c'était une prison domestique, un cachot où David enfermait ma fille et ma petite-fille dans des conditions inhumaines, les traitant littéralement comme des animaux qu'on dresse à coups de bâton. Amélie, ma chérie, depuis combien de temps exactement il te fait subir ça? Papa, tu ne comprends pas la situation, a-t-elle dit avec cette voix mécanique des victimes formatées par leur bourreau. Si je parle, si je me rebelle, il dit qu'il s'en prendra à Emma. Il m'a promis qu'il nous tuera toutes les deux et qu'il fera croire à un accident de voiture ou à un incendie domestique. Je ne peux pas prendre ce risque avec Emma, papa. Je ne peux pas. Ma fille, regarde autour de toi. Regarde dans quel état tu es. Regarde dans quelles conditions ignobles il vous fait vivre. Tu ne peux pas continuer comme ça, tu vas mourir ici. Tu ne comprends pas, a-t-elle crié avec une véhémence désespérée qui m'a brisé le cœur. Il a dit qu'il me retrouverait partout où j'irais. Il connaît des gens dangereux, il a des relations dans la police, chez les avocats. Il vaut mieux que je reste ici et que j'obéisse, que j'apprenne à être une meilleure épouse. Peut-être qu'un jour il me pardonnera et qu'on pourra remonter vivre normalement. Sa logique était celle d'une femme complètement détruite psychologiquement, qui avait fini par croire que sa situation était normale, méritée, et qu'elle n'avait pas d'autre choix que de subir pour protéger sa fille. À ce moment-là, nous avons entendu le bruit caractéristique d'une voiture qui se garait dans l'allée avec un crissement de pneus sur le gravier. Amélie a immédiatement blêmi, devenant d'une pâleur cadavérique. Il est rentré. Papa, il faut que tu partes. Vite. S'il te trouve ici, dans son sous-sol, il va nous tuer toutes les deux. Je t'en supplie, pars. Mais il était déjà trop tard pour fuir ou se cacher. Nous entendions déjà la porte d'entrée claquer violemment au rez-de-chaussée, suivie immédiatement par des pas lourds et furieux qui se dirigeaient droit vers la porte du sous-sol. David avait dû voir ma voiture garée devant chez eux et comprendre immédiatement que quelque chose n'allait pas. Amélie. Qu'est-ce que tu fouais là, accent grave des sous? Sa voix était chargée d'une rage bestiale que je ne lui avais jamais connue pendant toutes ces années où il avait joué la comédie du gendre parfait. Cette colère primitive qui montait des escaliers me glaça le sang. Ce n'était plus l'homme poli et charmant que nous avions rencontré, celui qui nous parlait de ses projets d'avenir avec Amélie en sirotant le café que Colette lui préparait avec soin. C'était un prédateur dangereux en colère, un animal sauvage dont le masque social venait de tomber définitivement. Il est apparu en haut des marches comme une apparition menaçante et terrifiante, sa silhouette se découpant en contre-jour contre la lumière crue du rez-de-chaussée.
Quand il m'a vu debout près d'Amélie dans son antre secret, son visage s'est décomposé en passant par plusieurs phases, d'abord la surprise totale, les yeux écarquillés de stupeur, la bouche entr'ouverte d'incrédulité, puis presque immédiatement, la surprise s'est muée en une fureur terrifiante et incontrôlable. Ses traits se sont durcis et déformés par la colère, ses mâchoires se sont contractées violemment, et j'ai vu dans ses yeux une lueur de violence pure et sadique qui m'a fait comprendre instantanément de quoi cet homme était capable. Qu'est-ce qu'il fait là, lui? Sa voix était devenue sourde, menaçante, primitive, comme un grondement de fauve dangereux prêt à bondir sur sa proie. David, calme-toi, s'il te plaît. Papa est juste passé voir Emma et... Amélie parlait d'une voix tremblante et suppliante, avec cette intonation de femme battue habituée à apaiser la colère d'un homme violent pour éviter le pire. Ferme-la, a-t-il hurlé en dévalant les marches 4 à 4, ses pas résonnant comme des coups de marteau dans l'espace confiné et oppressant du sous-sol. Amélie s'est automatiquement recroquevillée contre le mur humide, protégeant instinctivement sa tête de ses bras dans un geste défensif parfaitement rodé par des mois de violence. Ce geste, cette réaction instinctive et immédiate, m'a révélé plus clairement que tous les mots l'ampleur des violences qu'elle subissait quotidiennement. Mon cœur de père s'est serré en réalisant que ma fille avait développé des réflexes de survie, qu'elle savait d'instinct comment se protéger des coups qui allaient pleuvoir, comment minimiser les dégâts de la violence qui s'abattrait sur elle. David tenait dans ses mains tremblantes de rage une bouteille de bière entamée qu'il brandissait maintenant comme une arme potentielle, ses articulations blanchies par la force avec laquelle il la serrait. Ses yeux étaient injectés de sang, ses cheveux en désordre complet, et une forte odeur d'alcool mélangée à la transpiration émanait de lui. À cette heure de la journée, vers midi, il avait manifestement déjà bu plusieurs bières, peut-être même plus. « David, ai-je dit en essayant de garder mon calme malgré la rage meurtrière qui montait en moi, nous devons parler sérieusement. » Parler? Parler de quoi exactement? Du fait que vous vous mêlez de ce qui ne vous regarde absolument pas? Que vous violez l'intimité de notre foyer? De ce que tu fais subir à ma fille? De cet enfer que tu leur imposes? Votre fille? C'est ma femme. Et ici, c'est ma maison. J'y fais ce que je veux avec qui je veux. Il s'est approché de moi d'un pas menaçant, et je pouvais voir la violence pure dans ses yeux dilatés. L'odeur d'alcool était si forte sur son haleine que j'ai compris qu'il n'en était pas à sa première bouteille de la journée. Regarde là, David. Regarde ce que tu as fait de ma fille. Elle vit dans un sous-sol humide comme un animal. Elle a peur de son ombre. Tu l'as détruite. Elle vit où je décide qu'elle vit. Et si ça ne vous plaît pas, vous n'avez qu'à ne plus jamais remettre les pieds ici. Il s'est encore rapproché, jusqu'à ce que nos visages soient à quelques centimètres l'un de l'autre. L'odeur d'alcool mélangée à une agressivité palpable me donnait la nausée. Et si vous continuez à fourrer votre nez dans nos affaires privées, vous allez le regretter amèrement. Je vous le garantis. Tu me menaces ouvertement? Je vous préviens clairement. Amélie et Emma, c'est ma famille maintenant. Vous n'avez plus rien à faire dans nos vies. Plus jamais. À ce moment précis, Emma s'est réveillée en pleurant, effrayée par les cris et les éclats de voix. Amélie s'est précipitée instinctivement vers elle pour la consoler, mais David l'a brutalement attrapée par le bras, lui laissant immédiatement des marques rouges sur la peau. Laisse-la pleurer. Il faut qu'elle apprenne à obéir. Même les bébés doivent comprendre qui commande ici. David, s'il te plaît, c'est juste un bébé qui a peur. Amélie suppliait avec des larmes dans la voix. Un bébé qui doit comprendre que c'est moi le chef dans cette maison. Il a levé la main droite vers Amélie, et j'ai vu dans ses yeux qu'il allait la frapper devant moi, devant Emma, sans aucune retenue. Il était prêt à révéler sa vraie nature, celle qu'il cachait si bien devant nous depuis des années. Lâche-la immédiatement. Je me suis interposé physiquement entre eux, prêt à encaisser le coup à sa place. David m'a regardé avec une haine pure et sauvage. Dégagez de ma maison. Maintenant. Tout de suite. Je ne pars pas sans Amélie et Emma. Jamais. Elles ne vont nulle part. Jamais. Elles m'appartiennent. Il a levé menaçant sa bouteille de bière, brandissant le verre épais comme une massue improvisée.
Dans cette cave sombre et oppressante, avec Emma qui pleurait de terreur et Amélie qui tremblait comme une feuille, j'ai soudain compris avec une clarté aveuglante que ma fille et ma petite-fille vivaient quotidiennement cet enfer, cette terreur, cette violence. C'est à ce moment-là que j'ai pris la décision la plus importante de ma vie. J'ai sorti mon téléphone portable de ma poche avec des gestes lents et déterminés. « Qu'est-ce que vous faites ?» Sa voix était maintenant paniquée. « J'appelle la police. »« Papa, non. » Amélie a crié avec une terreur absolue. « Il va nous tuer. » Il l'a promis. « Si vous composez ce numéro, vous signez l'arrêt de mort de votre fille et de votre petite-fille. » Je vous le jure. Mais j'avais déjà composé le 17. Mes mains tremblaient violemment, mais ma détermination était absolue et inébranlable. Allô, police secours? J'ai besoin d'aide immédiatement. Ma fille et ma petite-fille sont victimes de violences conjugales graves. L'agresseur est présent et menaçant. C'est urgent. David est devenu complètement fou furieux. Il a jeté sa bouteille de bière contre le mur en béton où elle s'est fracassée en 1000 morceaux dans un bruit assourdissant. Amélie a poussé un cri de terreur et s'est jetée sur Emma pour la protéger des éclats de verre qui volaient partout. Vous venez de les condamner à mort. Vous entendez? À mort. Il s'est rué vers moi comme un animal enragé, mais j'ai réussi à l'éviter en me décalant. La communication avec l'opératrice de police continuait malgré le chaos. Nous sommes au 23 rue des Marronniers à Caluire-et-Cuire. Il y a un homme violent et ivre au sous-sol. Ma fille et ma petite-fille d'1 an sont en danger immédiat de mort. Monsieur, ne raccrochez surtout pas. Une patrouille de police secours est en route, ils arrivent. David essayait désespérément de m'arracher le téléphone des mains, alternant entre menaces de mort et tentatives de justification pathétique. C'est un malentendu. Un énorme malentendu. Amélie, dis-leur que c'est un malentendu. Ton père a tout inventé, il est devenu fou. Mais Amélie ne répondait plus à ses supplications. Elle berçait Emma en murmurant des paroles apaisantes, le regard perdu dans le vide, comme déconnecté de la réalité qui l'entourait. Les sirènes de police ont retenti dans la rue quelques minutes plus tard, se rapprochant rapidement. David a pâli instantanément. Vous ne savez pas ce que vous venez de faire. Vous allez tous le regretter. Tous. Les policiers sont descendus dans le sous-sol, guidés par l'opératrice qui était restée en ligne pendant toute la scène. Quand ils ont découvert l'état des lieux, le sang séché, la vaisselle brisée, les conditions de vie inhumaines, l'état physique d'Amélie, leurs visages sont immédiatement durcis. Monsieur Laurent, vous devez nous suivre immédiatement au commissariat pour interrogatoire. Pourquoi? Je n'ai rien fait de mal. C'est une manipulation. Ce vieux fou a monté ma femme contre moi. Il invente tout. Mais les preuves parlaient d'elles-mêmes et étaient accablantes. L'état lamentable du sous-sol, les blessures multiples et visibles de ma fille, sa terreur évidente, les conditions de vie imposées à Emma. Tout concordait parfaitement. Une ambulance avait été appelée automatiquement pour examiner Amélie et Emma. Les paramédics ont rapidement confirmé qu'Amélie présentait de multiples blessures récentes et anciennes, parfaitement compatibles avec des violences conjugales répétées et systématiques. Madame, acceptez-vous de porter plainte contre votre mari? Amélie m'a regardé longuement, les yeux remplis de peur mais aussi, pour la première fois depuis des mois, d'un petit espoir fragile. Je ne sais pas. Il a dit qu'il nous tuerait si. Madame, il ne peut plus vous faire aucun mal maintenant. Nous allons nous assurer de votre protection totale. J'ai pris délicatement la main de ma fille, cette main qui tremblait encore. Amélie, ma chérie, il faut absolument que tu portes plainte. Pour toi, pour Emma, pour toutes les femmes qui vivent la même chose en silence. Elle a hoché la tête lentement, courageusement. Oui, je porte plainte. David a été emmené menotté, hurlant encore son innocence et proférant des menaces contre nous tous. Amélie et Emma ont été immédiatement conduites à l'hôpital pour un examen médical complet et détaillé. Aujourd'hui, 3 ans après cette découverte horrible qui a changé nos vies, Amélie se reconstruit progressivement, jour après jour, avec un courage qui me remplit d'admiration et d'orgueil paternel.
Elle a repris l'enseignement dans une nouvelle école primaire, plus proche de chez nous, où elle peut sentir notre soutien quotidien et indéfectible. Ses collègues et sa directrice, parfaitement informés de sa situation passée, l'entourent avec une bienveillance et une compréhension qui l'aident énormément. Elle suit une thérapie intensive avec une psychologue spécialisée dans les traumatismes liés à la violence conjugale, et petit à petit, séance après séance, elle retrouve confiance en elle et en la vie. Papa, me dit-elle parfois après ces rendez-vous, j'apprends à me pardonner. À comprendre que rien de ce qui s'est passé n'était de ma faute. J'apprends que je mérite d'être aimé et respecté. Ces mots me bouleversent chaque fois, car ils témoignent du long chemin de guérison qu'elle parcourt courageusement. Et surtout, elle a retrouvé son sourire authentique. Pas complètement encore, il y a des jours difficiles, des moments où l'angoisse remonte brutalement, des nuits où les cauchemars la réveillent en sursaut, mais ce sourire authentique et lumineux, celui de ma petite fille, réapparaît de plus en plus souvent et nous réchauffe le cœur. Quand je la vois rire aux éclats en jouant avec Emma dans notre jardin, quand je l'entends chanter joyeusement en préparant le dîner, je me dis que nous avons gagné notre combat acharné contre les ténèbres. Emma, maintenant âgée de 4 ans, grandit dans un environnement sain, stable et aimant, entourée de l'affection retrouvée de sa mère, de ses grands-parents dévoués et de ses oncles qui la couvent comme une princesse. Elle est devenue une petite fille pétillante, curieuse de tout, qui pose 1000 questions et éclate de rire pour un rien. Parfois, quand je la regarde jouer insouciante, je me demande si elle garde des souvenirs conscients de cette période sombre, mais les spécialistes nous rassurent, elle était très jeune, et l'amour inconditionnel qui l'entoure maintenant efface progressivement les traces psychologiques de ses premiers mois difficiles. David a été condamné à 4 ans de prison ferme pour violence conjugale aggravée et séquestration, ainsi qu'à une obligation de soins psychiatriques. Il lui est formellement interdit d'approcher Amélie et Emma pendant 15 ans, et il devra porter un bracelet électronique de géolocalisation à sa sortie de prison. Le juge a été particulièrement sévère, expliquant que la gravité exceptionnelle des faits et la vulnérabilité extrême des victimes justifiaient cette lourde peine. Pendant le procès, j'ai vu Amélie témoigner avec un courage extraordinaire qui m'a rempli de fierté. Elle a raconté en détail les mois d'enfer, les coups quotidiens, les humiliations constantes, la peur permanente, les menaces de mort répétées. Sa voix tremblait parfois sous l'émotion, mais elle n'a jamais flanché dans son témoignage. Il faut que les autres femmes sachent qu'on peut s'en sortir, m'avait-elle dit courageusement avant l'audience. Il faut qu'elles sachent qu'elles ne sont pas seules et qu'il existe de l'aide. Cette expérience traumatisante m'a appris quelque chose d'essentiel sur la paternité et sur l'amour inconditionnel, qu'il ne faut jamais, au grand jamais, fermer les yeux sur la souffrance d'un proche, même quand cette vérité est difficile à accepter ou à regarder en face. Les signes de détresse étaient là depuis des mois, mais j'ai mis beaucoup trop de temps à les interpréter correctement, retardé par mes propres réticences à voir le mal là où je ne m'y attendais pas. Si j'étais arrivé plus tard ce jour-là, si j'avais continué à fermer les yeux par confort, que se serait-il passé? Cette question me hante encore parfois dans mes insomnies. Amélie me dit souvent, « Papa, si tu n'étais pas venu ce jour-là, si tu n'avais pas eu le courage d'insister malgré mes protestations et mes mensonges, je ne sais pas si j'aurais survécu encore longtemps. Tu m'as sauvé la vie, à Emma et à moi. » Ces mots me bouleversent chaque fois qu'elle les prononce, mais ils me rappellent aussi l'importance cruciale d'écouter son instinct parental, même quand tout semble nous dire le contraire. Aujourd'hui, Amélie témoigne régulièrement dans des associations d'aide aux femmes victimes de violences conjugales. Elle intervient dans des écoles, des centres sociaux, des mairies, partout où on lui donne la parole pour sensibiliser et éduquer. Elle veut donner de l'espoir et du courage à celles qui se croient prisonnières à vie, leur montrer qu'il existe un après, une possibilité de renaissance et de reconstruction. La violence conjugale, dit-elle lors de ses interventions poignantes, ça peut arriver à n'importe qui, dans n'importe quel milieu social. Moi, j'étais institutrice, éduquée, j'avais une famille aimante qui me soutenait. Et pourtant, je me suis retrouvée enfermée dans un sous-sol, terrorisée par l'homme que j'avais épousé par amour. Mais j'ai survécu, et vous pouvez survivre aussi. Il ne faut jamais perdre espoir. Son témoignage courageux a déjà aidé plusieurs femmes à sortir de situations similaires.
L'association nous a raconté l'histoire émouvante de cette jeune mère qui, après avoir entendu Amélie parler lors d'une conférence, a trouvé le courage de quitter son compagnon violent et de porter plainte. Votre fille m'a montré que c'était possible de s'en sortir, avait-elle dit en larmes. Ces victoires, même petites, donnent un sens profond à notre épreuve douloureuse. Si cette histoire bouleversante peut aider ne serait-ce qu'une personne à reconnaître les signes de danger, à trouver le courage d'agir pour sauver un proche ou pour se sauver elle-même, alors notre calvaire familial aura eu un sens profond et durable. Car le plus grand crime dans la violence domestique, ce n'est pas seulement de frapper, d'humilier ou de détruire psychologiquement. C'est aussi de se taire quand on sait, de fermer les yeux quand on voit, de ne pas tendre la main secourable quand on pourrait sauver une vie humaine. Si cette histoire vous a touché et sensibilisé à la réalité de la violence domestique, laissez un like pour soutenir toutes les victimes. Partagez vos réflexions dans les commentaires, ensemble, nous pouvons briser les silences qui tuent. Et abonnez-vous pour entendre d'autres témoignages de courage, de résistance et d'espoir.